Bonjour à tous. Alors si je vous dis Camif, vous pensez vieille boîte poussiéreuse? Mais sauf qu'il faut remettre votre logiciel à jour parce que l'ancienne coopérative des Instits, avec son catalogue de 10 kg, a opéré une mue spectaculaire après sa liquidation, puis sa reprise en 2009 par un ancien patron de start-up. Alors c'est aujourd'hui un site de meubles à la pointe du digital, avec une approche écolo, socio, cocorico responsable. Cocorico parce qu'il fait 70% de chiffre d'affaires avec des objets made in France. Le rêve de son boss aujourd'hui, c'est tout simplement de détrôner Ikea. Ce patron un peu fou, c'est Imre Jakia. Avec 60 de ses ex-salariés de la Camif, il a inventé une nouvelle entreprise plus agile, sans cheffaillon et qui implique même ses clients dans la création de nouveaux produits. Résultat, Camif a renoué avec les bénéfices il y a 2 ans et pourrait même recommencer à créer des emplois. C'est ce que je vais demander au PDG de la Camif, Imre Jakia, qui va nous parler de sa face cachée d'employeur. Bonjour Imre Jakia. Bonjour. Alors, vous dites que vous allez, excusez du peu, détrôner Ikea. Et dans combien de temps et dans combien de millions? Alors, bon, c'est un engagement qu'on a pris tous ensemble, toute l'entreprise, dans moins de 25 ans, dans moins d'une génération, on aura détrôné Ikea. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens changent, les consommateurs ont changé. Et les millions de gens qui vont aujourd'hui, sans se poser de questions sur d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué, aujourd'hui, sont en train de changer. Ils ont de l'attention sur d'où vient le produit, ils favorisent le local. Parce que c'est la crise, ils consomment peut-être moins, mais ils consomment mieux. Ils veulent donner du sens à leur achat. Et c'est ce que la Camif apporte aujourd'hui avec une très grande transparence sur le lieu de fabrication, le nombre d'emplois. On peut utiliser avec... Vous fabriquez français. Oui, et avec l'innovation qu'on a lancée qui s'appelle la conso-localisation, on peut choisir en fonction du lieu de fabrication. Donc privilégier un achat local qui va favoriser l'emploi et faire moins de kilomètres au produit. Bon, sauf qu'il vous manque combien de millions, voire de milliards pour atteindre Il nous manque quelques milliards, mais ça ne nous fait pas peur. En moins d'une génération, vous savez, je trouve moi-même que c'est un peu long en fait. 25 ans, c'est trop long. Vous allez peut-être raccourcir. On est dans l'internet, vous savez, les choses vont très vite. Alors on va revenir justement sur votre histoire extraordinaire. Vous l'avez déjà beaucoup raconté un peu partout, mais est-ce que vous pouvez nous replanter le décor entre le moment où vous avez repris la Camif et le moment où vous avez réembauché vos anciens salariés, parce que c'est ça qui nous intéresse. Moi, je suis un entrepreneur. J'avais créé Mattelsum il y a 20 ans, qui a été le premier à vendre de la literie sur Internet en France. Et en 2008, j'ai appris comme tout le monde la chute de la coopérative, des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France. Je me suis dit qu'une grande marque ne meurt jamais, qu'il y avait aussi un attachement très fort des clients à cette marque. Et j'ai eu envie d'apporter notre énergie, notre savoir-faire, notre culture de start-up au service de cette belle marque. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, au 1er juillet 2009, on a relancé le site camif.fr en reprenant tout depuis le zéro, puisqu'en fait, on est reparti d'une feuille blanche. C'est ça, exactement. Et en rebâtissant un nouveau modèle d'entreprise. Un nouveau modèle d'entreprise où la première des choses qui nous semblait essentielle, c'est d'avoir de l'attention vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes qui avaient souffert de la chute. Les clients, le territoire, les fournisseurs, les fabricants. C'est pour ça qu'on a décidé de venir s'installer à Niort. Donc j'ai déménagé totalement mon entreprise de Nanterre à Niort. J'ai emmené ma femme à Niort aussi. Et ensuite, toute la famille a suivi parce que c'est un vrai projet entrepreneurial. Et on est reparti en recrutant effectivement d'anciens salariés de la Camif et aussi en faisant venir une partie de nos salariés de Nanterre à Niort. Et là, parce que vous avez proposé à des salariés de Mattelsum, c'est ça, de venir rejoindre l'aventure. Exactement. Bon, c'est un formidable projet. Mais alors, c'était pas un peu le choc des cultures entre les anciens salariés, les salariés de Mattelsum? Ça devait être difficile, effectivement, il y avait un vrai choc des cultures. Il y avait les anciens de la Camif qui avaient plutôt une culture très pyramidale, de grandes structures, très cloisonnées, etc. Et puis la culture Mattelsum qui était vraiment une start-up de l'Internet, si vous voulez. Qui était déjà agile. À ce moment-là, justement, l'idée c'était de comment on recrée une nouvelle culture d'entreprise et comment on recrée du lien entre des gens qui n'ont pas du tout le même parcours et comment on les motive sur un nouveau projet. Oui, c'est ça. Alors, vous me disiez tout à l'heure, vous commenciez à énoncer les valeurs de l'entreprise. Audace, agilité, attention. Vous parliez de l'attention. L'audace, ça en fait partie. Des exemples. Qu'est-ce que vous avez fait d'audacieux? Qu'est-ce que vous avez fait d'agile? Et qu'est-ce que vous avez fait d'attentif? Je voudrais comprendre, mais concrètement. Ok, donc l'audace.
l'audace, c'est que quand on est un jeune entrepreneur et qu'on dit qu'on va relancer la Camif, tout le monde vous prend un peu pour un fou. Donc, c'est ce que je disais, un bon, peu fou. Et une fois qu'on a fait le travail, qu'on a relancé la Camif, qu'on a retrouvé une entreprise, un nouveau modèle rentable, etc., avec croissance forte, quand on s'attaque à Ikea, là aussi, on nous prend pour un fou. Mais c'est ça le rôle d'un entrepreneur. C'est d'avoir des projets audacieux, parce que c'est comme ça aussi qu'on engage toutes ces parties prenantes, ses salariés, ses collaborateurs, mais aussi ses fournisseurs, redonner vie à des fabricants français, remettre à l'honneur de la fabrication locale, ça, et leur dire, bah oui, demain on peut détrôner Ikea. Oui, ça c'est vraiment extrêmement motivant. Donc ça, c'est l'audace. L'agilité, c'est de repenser le modèle de l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un marché qui va très très vite, c'est le marché du numérique, c'est le digital, ça accélère, ça n'arrête pas de s'accélérer. Et donc l'enjeu pour les entreprises, et pour nous en 2009, ça a été de bâtir un modèle qui puisse supporter cette accélération. Donc les choix qu'on a fait, c'est d'externaliser beaucoup de métiers qu'on a considérés comme étant des métiers où on pouvait trouver des gens meilleurs que nous. Donc ça a été la logistique, ça a été l'informatique, ça a été même la relation client, et se recentrer nous sur piloter tous les projets pour mettre sur pied une organisation qui tienne la route, et puis pour apporter de la valeur pour le client. À partir du moment où on a engagé cette entreprise dans une dynamique d'agilité, il faut aussi faire en sorte que les collaborateurs soient dans cette culture de l'agilité. Alors, une des expériences assez originales qu'on a menées, c'est d'accueillir, il y a 5 ans, une artiste en résidence dans l'entreprise pendant 3 mois. Alors, on a accueilli une jeune artiste française, Anne-Laure Maison, qu'on a mis au milieu de l'open space avec nous, puisque un des principes aussi, c'est que on a décloisonné complètement l'entreprise, tout le monde est dans l'open space, je suis au milieu de l'open space. Aussi, donc. Absolument. Le patron est dans l'open space. Okay. Oui, on est engagés ensemble, on travaille beaucoup en mode projet, on a travaillé beaucoup en mode projet et maintenant on travaille beaucoup en mode collaboratif. Et l'artiste, elle est venue pour retrouver du plaisir, parce que quand on a chamboulé tout et qu'on remet sur pied toute l'organisation, c'est beaucoup de travail, c'est pas évident. Et puis en même temps, créer du lien entre ces cultures d'entreprises différentes qui étaient dans la tête des gens. Et comment elle a créé du lien? Parce que c'est des mots, tout ça. Il y a des petites choses très concrètes. Et une des œuvres qui est restée dans l'entreprise, c'est qu'un jour, elle était très choquée qu'on s'envoie des emails alors qu'on n'a pas de cloison, qu'on est tous à 10-15 mètres les uns des autres. Et elle dit, c'est pas possible. Alors, elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, elle matérialisait ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée de toute une série de bandes roses. Aujourd'hui, ça nous rappelle l'importance, malgré le numérique, et au contraire, justement, parce que le numérique est là, de faire attention à ce lien, de faire attention à l'autre, à soi-même, mais aussi à l'autre. Au face-à-face. Oui, au face-à-face qui est le plus important. Et aujourd'hui, ce lien-là, on le nourrit, on l'enrichit, les collaborateurs l'enrichissent, mais on le fait aussi avec nos propres fournisseurs. On a lancé un tour du Made in France où on invite nos clients, mais aussi nos collaborateurs à, pendant 1 mois, visiter nos fabricants. Donc on a là cette année… Vous avez fait ça au mois de juin, c'est ça? Oui, entre mai et juin, on a invité 250 de nos clients. On a eu 70% de nos collaborateurs qui ont été à au moins une étape du tour du Made in France. Et là, c'est des moments absolument extraordinaires. Et il me semble qu'aujourd'hui, pour innover rapidement et de manière juste, il faut engager une innovation ouverte avec l'ensemble de ces parties prenantes, et c'est ce que ça fait. Ce sont les clients qui ont inventé le bureau connecté qu'on a lancé là cette année, qui est un bureau entièrement fabriqué en France, qui recharge le téléphone portable sans fil, vous avez de la lumière, vous avez du son qui est intégré dans le bureau. Je ne vais pas vous laisser faire l'article parce qu'on parle d'emploi aujourd'hui, donc je vais vous couper. Ce que je voulais vous demander aussi, c'est justement concernant vos embauches. Moi, je me suis dit, vous n'embauchez plus, quoi, parce que vous avez encore, vous devez encore remonter la pente. Alors, vous aujourd'hui, disiez en fait que si, vous embauchez? Bien sûr, aujourd'hui on embauche dans tous les métiers du e-commerce. Combien de personnes, que ça nous donne une petite idée de… Là aujourd'hui on est une 60aine de personnes. Cette année, en 2016, on va embaucher une 15aine de personnes dans tous les métiers qui sont les nôtres, c'est-à-dire principalement le e-commerce et l'offre produit. Dans le e-commerce, on a le community manager pour gérer le Facebook, Twitter. On a une personne qu'on doit recruter pour gérer le tour du Made in France, par exemple. Alors ça,
ça, c'est un métier qui ne s'appelle pas. Hein. Non, mais c'est événementialiste, organisateur d'événements. Celui qui va être en charge finalement de la communauté des clients de la Camif. Il y a vraiment un aspect communautaire dans ces clients-là qui partagent les mêmes valeurs, qui sont des consommateurs engagés dans une consommation responsable. Et, En fait, c'est un community manager, mais qui aime passer en face à face, qui aime le vrai lien. Quoi. Exactement. Bon, vous attendez des candidatures pour ce type de poste? Bien sûr. Voilà, l'appel est lancé. C'est quoi votre question fétiche en entretien d'embauche? Pour savoir ce que le candidat a dans le ventre. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous? Qu'est-ce que vous allez apporter et comment vous allez changer le monde? Comment vous allez changer le monde? Bah oui, nous, notre signature, c'est « Changeons le monde de l'intérieur ». Parce qu'on croit qu'on peut changer les choses, on croit que les entreprises engagées, les collaborateurs engagés, on est mieux armés que la COP21 pour changer la chose et changer la donne. C'est nous qui pouvons le faire. On a le pouvoir de faire en faisant attention à la façon dont on consomme, à la façon dont on se déplace. On a le pouvoir de changer les choses. Et alors justement sur les collaborateurs, vous parliez d'engagement. C'est un cocktail, la motivation, l'engagement, on sait que c'est tout un cocktail de choses. Mis à part vous, qui êtes ce qu'on va appeler un leader transformationnel, comme disent les profs. Donc vous, effectivement, vous devez entraîner les gens, mais il y a quand même d'autres ingrédients qui sont indispensables pour motiver les gens. C'est quoi chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont envie de revenir le matin, de rester? Qu'est-ce que vous leur proposez? Je pense d'abord la motivation, c'est pas quelque chose de global, c'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose qui dépend de chacun. Et c'est d'aller trouver les ressorts dans la motivation de chacun. Et en fait, notre façon de faire, c'est qu'on propose énormément de choses dans lesquelles les collaborateurs peuvent choisir de s'investir ou pas. Je vais vous donner quelques exemples. On fait par exemple en ce moment notre budget pour l'année prochaine. C'est un budget collaboratif. C'est 9 collaborateurs d'entreprise qui ont été volontaires et qui ont été élus par l'entreprise qui réalisent la feuille de route, les investissements et le budget de l'année prochaine. Mais vous n'avez pas de DAF? Si, bien sûr qu'on a un DAF, mais ça n'empêche pas que le budget il soit porté, parce que qu'est-ce que c'est le budget? C'est qu'est-ce qu'on a envie de faire l'année prochaine? C'est une vision, effectivement. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on a envie de faire avec nos fabricants, avec nos clients? Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter de nouveau au marché? Et là, c'est une façon d'engager toute l'entreprise, parce que ce n'est pas le DAF qui décide du budget. Non, ce n'est pas non plus le PDG qui décide du budget. L'entreprise, c'est un bien commun. Il appartient elle appartient autant à ses collaborateurs qu'à ses fournisseurs, qu'à ses clients. Alors, on fait un point du lundi, tous les lundis, à 14h dans l'entreprise. Et ce point est animé de manière tournante. Donc, c'est une personne différente. C'est pas forcément vous? Ah non, bah, c'est moi une fois tous les 60 semaines à peu près. Malin quand même, vous déléguez énormément, c'est pas mal. Et puis alors là, on prend quelques chiffres, on prend les chiffres de la semaine, etc. Et puis surtout, on parle d'un projet ou on parle d'une expérience qu'on a menée. Quand on fait le tour du Made in France, il y a ceux qui ont participé aux étapes qui viennent parler de comment ils ont vécu, ce qui les a frappés, ce qu'ils ont aimé. Voilà, et ça permet aussi de partager, je crois que c'est aussi très important, de partager toutes les semaines des choses sur la vie de l'entreprise. Ouais, c'est super important. Et dernière question, vous avez beaucoup externalisé, vous nous avez expliqué pourquoi, la logistique, la télévente, etc. Est-ce que vous pensez réinternaliser un jour? Non, absolument pas. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle doit fonctionner de manière ouverte et collaborative. Et donc, on travaille avec et on intègre, notre métier, c'est d'intégrer les meilleures briques, les meilleures startups, les meilleurs services pour enrichir notre parcours client, pour enrichir l'expérience client. C'est ça notre métier. Et c'est eux qui embauchent. Et aller faire du big data à Niort, dans notre entreprise de 60 personnes, ça n'aurait aucun sens. On ne pourrait pas avoir la bonne personne et la maintenir. Voilà, par contre, utiliser le savoir-faire de ces nombreuses startups qui se développent en France, et c'est formidable de voir toute cette dynamique-là, eh bien oui, ça c'est notre rôle. À chacun son métier. Exactement. Merci Emre Jacquilla d'avoir fait un détour par ce plateau et nous avoir expliqué toutes ces nouveautés de ce modèle de la Camif. Merci à vous. À bientôt. Vous pouvez retrouver cette interview sur nos sites réseaux sociaux, sur nos pages internet. À très bientôt.